Bienvenue à Batimatech. On parle enregistrement pour le volet Batimatech. La parole est donnée à Robert Meunier de Maestro Technologies. Oui, ben, bonjour tout le monde. La situation actuelle nous a donné l'idée de traiter d'un sujet qui est d'actualité pour certaines entreprises et pas du tout pour d'autres. Fait que c'est une première pour moi de présenter ce sujet-là. Le télétravail fait partie de l'ADN de Maestro, puis je vais y revenir à la fin. Maintenant, j'ai fait un résumé d'un document qui est beaucoup plus explicatif. Le, j'ai un document Word, ce qu'on appelle un livre blanc, qui explique de façon détaillée les éléments que je vais couvrir dans cette présentation-là. Donc, pas besoin de prendre de notes ou de photos ou quoi que ce soit. Le document va être partagé avec vous par la suite. Si jamais il y a des éléments pas clairs, n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat, puis Francis va pouvoir les relayer. C'est aussi pas un document que je considère exhaustif. Il y a sûrement certains éléments qui manquent, mais ça va vous donner pas mal des notions de base sur comment mettre en place le télétravail. Et aussi, j'ai essayé de couvrir ce que j'appelle des bonnes pratiques au niveau du télétravail. On va y aller comme ça. Okay? Les objectifs que je vise, c'est pourquoi je pense que c'est nécessaire de mettre en place du télétravail dans les organisations. C'est quoi les différentes technologies qui existent? Vous donner un peu des termes qui existent, qu'on voit souvent. C'est quoi des bonnes pratiques en cours là? Puis comment ça peut s'intégrer aussi dans ce qu'on appelle un plan de continuité, dans un cas de catastrophe. Mais surtout, à la fin, je veux que vous soyez convaincus que vous devez mettre le télétravail dans votre organisation, que c'est rendu maintenant un incontournable. Pourquoi l'utiliser? À travers une année, puis on va mettre de côté un peu une pandémie là, qui est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Mais souvent, il y a des raisons climatiques. Une tempête de neige, une tempête de pluie. Il y a des raisons climatiques qui font que je dis, OK, aujourd'hui, on travaille de la maison. Évidemment, on parle de fermeture d'école, on parle de services de garde, ça peut être des congés fériés, des fermetures justement à cause d'une tempête de neige. Donc, on a des employés qui ont des enfants qui sont pris à la maison. Fait que ça crée souvent des perturbations. Ça peut être des empêchements physiques. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une gastro, on ne veut pas l'avoir au bureau. On a du travail de la maison. C'est bien plus simple, plutôt que de venir répandre sa maladie à tout le reste de notre organisation. Si la personne peut travailler de la maison, elle va le faire. Mais on sait comment c'est. Les gens, souvent, ont besoin de leur salaire. Ils vont préférer venir travailler malade que de rester à la maison puis perdre du salaire. Mais s'ils ont la possibilité de rester à la maison, à ce moment-là, ça va. Ça peut être des raisons personnelles. Ça peut être c'est un enfant, justement, qui est malade. Le parent ne peut pas venir au travail. Ça peut être aussi bête qu'une livraison de meubles, des réparations dans la maison, des ouvriers qui passent. Ça peut être des raisons qui sont plus au niveau des temps de déplacement, par exemple, aussi, qu'on a. J'ai un employé qui se présente comme un employé potentiel, il est d'une région éloignée de l'organisation. Mais moi, je considère que c'est une bonne addition. Fait qu'on va lui dire, oui, tu vas faire partie de l'organisation, mais tu vas travailler de la maison. Peut-être qu'il va venir une fois par semaine au bureau, une fois par mois, mais ça vaut la peine de l'embaucher. Ça peut être quelqu'un qui habite suffisamment loin que, ne serait-ce qu'une fois par semaine, travaille de la maison. Ça devient aussi intéressant. Puis ça favorise encore là peut-être l'équilibre travail-famille. Ça peut être des tâches urgentes. Quelqu'un a des choses à finir, un livrable pour un client. Passer ses soirées et ses week-ends au bureau, c'est pas mal moins agréable que de le faire à la maison. Donc, encore là, le fait de pouvoir faire ces travaux-là un dimanche matin à la maison devient intéressant. Il y a de l'optimisation d'espace qu'on peut avoir aussi. Donc, si on parle, on commence à être serré au bureau, ben, peut-être qu'il y a un certain nombre d'employés qui vont travailler de la maison. Ça évite ou ça peut retarder un déménagement, par exemple. Donc, ça peut venir combler un manque d'espace physique au niveau du bureau. Et pour certains, c'est un engagement environnemental. On limite notre empreinte carbone. On s'entend que les employés travaillent de la maison, donc se déplacent moins.
on occupe moins d'espace de bureau, ça coûte moins cher. Donc, il y a toutes sortes de raisons comme ça qui peuvent faire en sorte que le télétravail est intéressant. Maintenant, comment on peut se connecter? Il y a deux approches. Je vais découvrir, vous expliquer encore là un peu les concepts. Mais le premier, c'est ce qu'on appelle se connecter à travers un réseau privé virtuel ou qui est plus communément appelé un VPN. Je vais l'expliquer plus en détail. Ou en utilisant des applications qui permettent de faire une connexion directement entre deux ordinateurs. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est un VPN? En fait, on prend notre ordinateur et on le connecte à travers un appareil. On l'authentifie sur le réseau de notre entreprise. Fait que notre ordinateur devient partie du réseau de l'organisation. Et à ce moment-là, c'est comme si notre ordinateur était au bureau. Il y a d'autres éléments à prendre en compte, puis on va les couvrir. Mais on se connecte à ce moment-là à travers, on connecte notre ordinateur de maison sur notre réseau d'entreprise, à travers ce qu'on appelle un VPN. Comment on se connecte? Il y a des applications dédiées à ça. J'ai mis l'exemple qu'on utilise chez Maestro, qui est Fortinet, qui est une application qui est largement utilisée. Ce qu'on fait, ça, c'est configuré par notre administrateur de réseau. Et on lance cette application-là, il se connecte à notre réseau d'entreprise, on met notre usager, mot de passe de notre réseau, et à ce moment-là, l'ordinateur devient, encore une fois, partie prenante de notre réseau. En étant connecté à notre réseau, on a accès à l'ensemble des fonctionnalités qu'il va avoir sur le réseau, comme si on était au bureau. Le système le reconnaît et l'ordinateur s'ajoute à notre réseau. Un des éléments qu'il y a aussi, c'est que là, on va mettre, généralement, on va avoir en place ce qu'on appelle un pare-feu ou un firewall. Ce que fait cette protection-là, c'est qu'on s'assure que les attaques, des cyberattaques qu'on peut avoir de l'extérieur de notre réseau sont protégées. Donc, le firewall ne permet que certains appareils de se connecter dans le réseau. C'est ce que fait la connexion VPN. Elle est passée à travers le firewall comme étant un ordinateur reconnu. Et à ce moment-là, on est en mesure de se connecter au reste du réseau, mais les étrangers, les cyberattaques ne peuvent pas le faire. Le firewall va servir dans l'autre direction aussi. C'est qu'une fois qu'on est connecté à notre réseau, on peut programmer de barrer certains sites. On pourrait, par exemple, décider de barrer Netflix. On ne veut pas que nos employés, quand ils sont au bureau, ils aillent streamer des films puis utilisent la bande passante de notre réseau. Évidemment, les classiques, on va bloquer les sites pornographiques, on va bloquer toutes sortes de sites qu'on ne s'attend pas à ce que nos employés consultent à partir du bureau. Fait que le firewall est une protection dans les deux directions. On empêche les gens non désirés de se connecter sur notre réseau et on choisit aussi à partir de l'interne qu'est-ce qui est accessible à l'externe de notre organisation. Une fois qu'on est connecté, oups, est-ce que tu m'entends toujours, Francis? Tout est beau. Francis, est-ce que tu m'entends toujours? Je t'entends très bien, Robert. OK, parfait. Donc, une fois qu'on est connecté, on peut accéder à nos dossiers de fichiers, on peut accéder aux imprimantes, on peut se connecter sur certains ordinateurs. Mais pour ce faire, il faut connaître ce qu'on appelle le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur en utilisant l'application Bureau à distance. Quand on parle d'accéder aux fichiers, ça c'est un point important. Okay? Lorsqu'on est sur notre réseau interne, typiquement un réseau interne, il va peut-être avoir 1000 mégabits de vitesse de transfert. À partir du moment où on passe par notre réseau Internet, parce qu'il ne faut pas oublier que le réseau VPN, on part de la maison, on se connecte sur Internet, puis on rentre dans l'Internet de notre organisation. Le mieux,
la théorie dirait qu'on peut peut-être faire ça à 100 mégabits. Donc, déjà en partant, c'est un facteur 10, mais c'est beaucoup moins que ça. Donc, si on accède des fichiers à travers notre connexion VPN, l'accès va être beaucoup plus lent que lorsque on est au bureau. Donc, ça, c'est un point important à prendre en tête lorsqu'on fait de l'accès aux fichiers. Maintenant, qu'est-ce qu'une adresse IP? Dans les années 70, il y a un protocole de communication entre ordinateurs qui a été établi, qui a été défini avec une adresse à 4 chiffres qu'on voit là. Qui souvent, ça va s'appeler, bon, on va appeler ça une adresse IP, mais c'est l'adresse IPv4. OK? Puis, tous les ordinateurs ou tous les appareils connectés à un réseau ont une adresse à 4 chiffres actuellement. Puis les adresses à 4 chiffres, il y en a deux sortes. Il y a des adresses publiques et des adresses privées. Les adresses publiques, c'est ce qu'on est capable de voir sur le réseau Internet. Fait que souvent, vos organisations vont avoir peut-être une adresse publique qui est le point d'entrée, soit de votre point d'entrée VPN, ça peut être un serveur, mais ça va être limité. Le nombre d'adresses IP disponibles est en fait très, très limité. L'invention de l'adresse IP date des années 70. Quand ils ont fait ça à 4 chiffres, on parlait de millions d'ordinateurs possibles. Dans les dernières années, on a réalisé que c'était très limité, puis il commence à avoir du développement d'une adresse IP à 6 chiffres, puis il commence à avoir du développement de ce côté-là. Mais actuellement, les adresses IP sont limitées en quantité. Et donc, souvent, une entreprise va avoir une ou deux adresses IP de disponibles. Et il y a d'autres façons aussi de gérer, de multiplier ça. Donc, ce que vous avez, c'est vous avez une adresse pour vous connecter IP. Par contre, une fois qu'on est à l'intérieur d'un réseau, maintenant, l'administrateur de réseau doit donner un numéro IP à chacun des appareils qui n'est visible qu'à l'intérieur du réseau. Et pour se connecter à un ordinateur, il faut être en mesure d'avoir cette adresse-là. Pour vos serveurs à l'interne, votre administrateur de réseau va être en mesure de vous dire c'est quoi le numéro de l'adresse IP. Et on va voir tantôt comment on peut se connecter. Par contre, c'est possible de le trouver sur votre ordinateur ou de voir c'est quoi le nom de votre ordinateur. Ça, c'est un exemple. C'est mon ordinateur de bureau. Donc, on va dans le menu Windows, dans les paramètres. Je dois activer l'accès bureau à distance. Et à ce moment-là, je vais voir le nom que l'administrateur de réseau a donné. En fait, ce que l'administrateur de réseau a fait, c'est qu'il a donné une adresse IP qui est identifiée pour l'ordinateur et il a dit l'équivalent, là le nom, parce que c'est plus facile de se souvenir d'un nom. Chez nous, chez Maestro, au lieu de donner le nom des individus, ce qu'on faisait à une certaine époque, maintenant, c'est des noms plus génériques qui est géré par l'administrateur, mais on peut donner un nom qui va être facile à retenir. Une fois qu'on a soit l'adresse IP ou soit le nom de l'ordinateur, je suis en mesure d'utiliser l'application qu'on appelle connexion bureau à distance. Je lance mon application bureau à distance. Je vais taper le numéro IP ou le nom de l'ordinateur sur lequel je veux me connecter. À travers le réseau interne de l'organisation, le système va se connecter sur cet ordinateur-là. Je vais mettre mon usager mot de passe et ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir une fenêtre sur l'ordinateur. Donc, tout ce que je vois, moi, sur mon ordinateur à la maison, c'est une fenêtre ouverte sur l'ordinateur sur lequel je travaille normalement au bureau. Donc, étant connecté là, c'est comme si physiquement, j'étais à mon bureau et non plus chez moi. Et là, je peux faire exactement le travail que je fais lorsque je suis directement assis à mon poste de travail au bureau. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi ouvrir deux fenêtres. Fait que je pourrais avoir accès à mon ordinateur de bureau et me connecter aussi sur un autre ordinateur. Ça peut être l'ordinateur de l'administration, par exemple, pour la comptabilité. Donc, les sessions à distance sont multiples, ne sont pas limitées à une seule. Je peux en ouvrir deux. Fait que de mon ordinateur à la maison, j'ai deux sessions ouvertes sur deux ordinateurs différents. Donc, une fois que je suis connecté, encore une fois, je suis comme physiquement au bureau. L'avantage de faire ça, c'est que ça contourne
la limitation de vitesse que je mentionnais tantôt. Donc, lorsque je suis chez moi et j'essaie d'accéder des dossiers avec des fichiers volumineux, le délai de transfert, par exemple, vers mon ordinateur à la maison peut être très long et dans les deux sens, si j'ai à copier des fichiers. Tandis que si je me connecte en ouvrant une session bureau à distance sur mon ordinateur au bureau, ben là, je travaille localement. Donc, j'ai la vitesse de réseau pareil comme si j'étais au bureau. Donc, la logique est un peu illustrée ici. Fait que j'ai à gauche, bon, je suis mon ordinateur, l'internal user, ça c'est mon ordinateur au bureau, puis peut-être que je me connecte sur un serveur, OK? Et je fais partie de mon réseau. Donc, en établissant une connexion VPN, ben, j'ai la possibilité en bas de me connecter sur mon ordinateur au bureau. Et de là, je peux encore une fois ouvrir une session bureau à distance sur le serveur, comme je ferais normalement lorsque je suis au bureau. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux me connecter directement sur le serveur. Fait que je n'ai même plus besoin de passer par l'ordinateur que j'ai au bureau. Fait que j'ai les deux possibilités. Un des points qui est quand même important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le split tunneling. Lorsque je me connecte sur le réseau de mon organisation, l'administrateur de réseau peut configurer ma connexion VPN de deux façons. La première, c'est qu'une fois que je suis connecté, tous mes accès Internet à partir de mon ordinateur du bureau, de la maison, c'est-à-dire, vont se faire à travers le réseau de l'organisation. C'est mon image du haut. Donc, toutes les connexions Internet. Fait que c'est pas juste les services que j'utilise du bureau, mais c'est aussi, si je vais sur YouTube, si je fais des recherches Internet, tout passe par le bureau. Si je me mets en split tunneling, ce que ça dit, c'est qu'est-ce qui concerne le bureau va passer par ma connexion VPN, mais tout autre accès Internet va demeurer directement à partir de ma connexion Internet de la maison. L'avantage de cette façon de faire, c'est que je ne vais pas surcharger mon réseau Internet du bureau parce que je vais garder directement Internet, ce qui ne concerne pas le bureau. L'inconvénient, puis la raison pour laquelle plusieurs organisations ne font pas ça, c'est qu'il y a toujours un danger d'infiltration de virus ou autre. Fait qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont forcer un accès Internet au travers l'organisation pour être sûr qu'ils filtrent tout ce qui se passe à partir de l'ordinateur de la maison. D'ailleurs, si vous travaillez pour des places où les données sont sensibles, ça peut être une banque, ça peut être des compagnies d'assurance, et qu'ils vous donnent un portable, il y a des bonnes chances que lorsque vous allez ouvrir votre portable et vous connecter, il va être automatiquement connecté au VPN et automatiquement passer à travers toutes les pare-feux de l'organisation puis tout ça. Vous n'allez pas être en mesure d'accéder à Internet directement de votre ordinateur. Ça va être complètement contrôlé par l'organisation. Advenant que votre organisation n'est pas prête à mettre en place ce type de communication-là au niveau du VPN ou que c'est compliqué, une alternative, c'est d'utiliser des applications comme TeamViewer ou GoToMyPC. Ce que c'est des applications qu'on peut appeler cloud. Ce qu'ils font, c'est que vous installez une application dans votre ordinateur au bureau et vous l'inscrivez comme sur le site Internet de ces services-là. Par la suite, à la maison, vous vous connectez sur le même service Internet, puis vous établissez une connexion avec votre ordinateur au bureau. Cette façon de faire-là, c'est comme si vous prenez contrôle de votre ordinateur au bureau indirectement à travers les plateformes de ces compagnies-là. Dans ce contexte-là, c'est comme si vous utilisez d'autres applications comme Zoom qu'on est en train de faire, mais comme si vous contrôlez les deux extrémités de la connexion.
Et donc là, vous avez le contrôle, vous êtes capable d'utiliser indirectement le clavier et la souris à travers votre ordinateur à la maison. Et vous allez voir exactement ce qui se passe sur votre ordinateur. Donc, ça peut être une alternative rapide pour permettre le télétravail si l'approche plus technologique de VPN puis d'accès en bureau réseau à distance est pas nécessairement disponible ou complexe à mettre en place pour le moment. Bien, des outils comme TeamViewer puis GoToMyPC vous permettraient de très rapidement être en mesure de mettre en place du télétravail. Et à peu de coûts, ce pas des services qui sont très, très dispendieux. Un des désavantages, je dirais, soit de cet outil-là ou d'une connexion, si je recule, si je viens me connecter ici sur mon ordinateur, c'est qu'advenant que j'ai un problème avec mon ordinateur au bureau, il gèle, il y a une panne de courant ou je ne sais pas quoi, je perds accès à mon ordinateur au bureau et donc là, il faut qu'il y ait soit quelqu'un de présent ou soit que je passe pour redémarrer cet ordinateur. C'est pour ça que dans l'exemple que j'ai en haut ici, si à partir de ma connexion, je me connecte directement sur le serveur, mais je deviens plus dépendant de mon ordinateur au bureau. L'approche aussi d'avenir, c'est vraiment de favoriser les applications cloud. À partir du moment où au bureau, j'ai plus vraiment d'application, j'ai plus de serveur, j'ai plus rien, que tout est dans le nuage, ben à ce moment-là, je peux l'accéder de n'importe où. Je peux l'accéder du bureau, je peux l'accéder de la maison, je peux même l'accéder d'un ordinateur de quelqu'un d'autre. Si je peux être un hôtel, j'ai un problème d'ordinateur, mais souvent, ils ont des ordinateurs disponibles. Donc, je peux accéder des applications cloud de n'importe où. Et à ce moment-là, j'élimine ma dépendance par rapport au fait d'être physiquement au bureau, de me connecter directement au bureau. De plus en plus, les applications sont maintenant disponibles dans le cloud. Toutes les applications Office sont disponibles dans le cloud. Moi, une des pratiques que j'ai mis en place depuis déjà un certain temps, c'est que j'utilise dans la suite de Office 365 ce qu'on appelle le OneDrive, qui est comme un disque dans le nuage. J'en ai un pour l'entreprise, j'en ai un personnel, et tous mes documents sont maintenant dans le nuage plutôt que sur mes disques physiques. Et je suis en mesure de les accéder de n'importe où, que ce soit de ma tablette, mon téléphone, l'ordinateur au bureau, l'ordinateur à la maison. Donc, je me suis éliminé du problème de l'endroit physique où j'installe mes documents en les ayant mis 100% dans le cloud. L'avantage aussi, c'est que ça évite d'arriver à la maison, on veut regarder un document Excel, un document Word, puis dire « Ah, il est sur mon ordinateur au bureau », d'être obligé de me connecter. Étant donné que tout est dans le cloud, j'ai toujours accès à mes documents n'importe où. Fait que le cloud est vraiment une façon différente de penser, mais vraiment de favoriser l'utilisation des applications cloud. Maintenant, les serveurs cloud existent aussi. Il y a toutes sortes de services qui existent, que ce soit Azure, Amazon, Google, IBM et beaucoup d'entreprises locales au Québec comme ShareWeb, Orizo, qui ont des services de serveurs cloud ou de desktop cloud disponibles. Fait que ça, c'est vraiment une approche à mettre en place pour vous aider à vraiment vous détacher de l'endroit physique. Maintenant, comment on vit le télétravail? Je vais essayer de couvrir deux aspects parce qu'il y en a un qui est comme notre télétravail normal, puis il y a aujourd'hui qui est, une pandémie, on se retrouve dans une situation un peu particulière qui amène des ajustements par rapport à ça. Premièrement, c'est les bonnes pratiques. Si vous voulez faire du télétravail, il faut être confortable. Il faut travailler, il faut avoir une table, une bonne chaise, il faut s'installer correctement. Et s'installer sur une table de salon, c'est pas l'idéal et ça va pas faire quelqu'un de nous performant. D'ailleurs, dans le contexte d'aujourd'hui qui s'est passé, quand on est passé en télétravail, ben moi, j'ai demandé aux gens d'amener tous les équipements qu'il y avait au bureau qu'ils considéraient utiles et nécessaires pour s'installer correctement, incluant leur chaise de travail même. J'ai dit, prenez tout ce qu'il faut, mais assurez-vous d'être confortable pour être performant.
L'autre chose qui est super importante, c'est de garder une certaine discipline. Okay? Bon, quand on travaille le week-end à la maison avec un café en pyjama le samedi matin, c'est correct, c'est le week-end. Si vous passez la semaine comme ça, vous n'allez pas être performant. C'est vraiment important de maintenir un horaire de travail normal et une discipline normale, se lever à la même heure, prendre sa douche, s'habiller, déjeuner, puis être à son poste de travail comme si on était au bureau. C'est important que le cerveau, il switch on, là, que le cerveau, il dit, OK, je suis au bureau actuellement, même si je suis chez moi, là, je suis au bureau. Essayez de s'isoler de la famille, autant que possible. Si on a parlé à des clients, des fournisseurs, puis le chien jappe ou les enfants qui braillent, c'est pas l'idéal. Maintenant, on s'entend que le contexte aujourd'hui est un peu différent parce que tout le monde est dans la même situation. Moi, j'ai des gens au support, j'ai des gens au service professionnel qui sont encore au travail et ils parlent à des clients qui sont eux-mêmes chez eux dans la même situation. Donc, c'est correct. Le contexte aujourd'hui fait en sorte que il y a une certaine tolérance. Mais je pense que c'est important dans un contexte de télétravail normal, encore une fois, pas comme aujourd'hui, d'essayer de s'isoler le plus possible. Puis à s'assurer d'avoir un forfait Internet qui est acceptable aussi. Il faut qu'on ait une bonne vitesse. Puis encore une fois, j'ai un de mes employés qui est à la campagne, le service Internet qui n'est pas disponible ou à peine. Il y a un forfait très faible. Bon, dans son contexte à lui, on cherche des solutions actuellement. Mais bon, ça, c'est des exceptions. Quelqu'un qui travaillerait normalement de la maison doit être équipé correctement. Rester en contact, c'est super important. Il y a toutes sortes d'outils de vidéoconférence qui existent, puis je vais en donner quelques-unes tantôt. Mais rester en contact le plus possible. Et l'autre chose que je favorise, c'est d'activer les caméras. D'ailleurs, je parlais à quelqu'un que je connais qui a une entreprise cette semaine, et eux, dans leur contrat d'embauche, pour ceux qui doivent travailler de la maison, l'utilisation de la caméra est obligatoire. Elle fait partie de leur contrat d'embauche et de leur manuel d'employé. Et la raison est simple. Encore une fois, si ta caméra est activée, puis tu ne vas pas être tout croche, tu vas être professionnellement présentable. Ça, c'est important, encore une fois, de faire en sorte de dire je suis là, je suis au bureau, et c'est beaucoup plus agréable de voir la face de quelqu'un lorsqu'on présente, puis lorsqu'on dialogue. C'est sûr, si on est 50 personnes, c'est pas évident, mais si j'ai à parler à une ou deux personnes au bureau, de leur voir le visage, c'est plus agréable, tu es capable de voir dans quel état d'esprit ils sont. Puis ça, pour moi, c'est un incontournable de mettre en place la caméra. L'autre chose qu'on a fait chez Maestro depuis longtemps, mais qui est très utilisée depuis une semaine, c'est une page Facebook privée de l'organisation. Ça remplace la machine à café. Ça remplace les lunchs. On a toutes sortes d'activités qu'on a bâties depuis un peu plus de 2 semaines maintenant, mais je vais y revenir tantôt. Mais ça ne coûte rien, puis ça permet vraiment de garder un esprit d'équipe puis un esprit de camaraderie. Il y a toutes sortes de choses qui sont partagées là-dessus. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est facile à mettre en place et qui est très, très apprécié. Au niveau de la gestion, évidemment, c'est un petit challenge, okay? Parce que là, tout d'un coup, on n'a personne sous la main. Ils sont tous quelque part à la maison, puis on espère tous qu'ils sont au travail. Fait que c'est sûr que ça force d'avoir des appels de conférence fréquents. Puis encore une fois, avec les outils qu'on a, que ça peut être Skype for Business qu'on utilise nous, c'est très facile d'entrer en contact avec quelqu'un. Et comme vous pouvez voir ici à droite, on est capable de savoir si quelqu'un est actif ou s'il n'est pas là. Okay? C'est quelqu'un qui est absent depuis 25 minutes. Bon, si on est à midi et demi, ça se peut. Si on est à 9 heures, ça se peut moins. Okay? Donc, ça nous permet de savoir l'employé, finalement, est-ce qu'il est au travail ou pas. En fait, ça permet de savoir s'il est à son ordinateur ou pas. Encore une fois, Skype ne fait que détecter l'activité sur l'ordinateur. Maintenant, pour savoir exactement ce qu'il fait, c'est évidemment requis d'avoir des métriques pour mesurer son travail, d'être capable de mesurer les livrables peut-être qu'il y a à faire et surtout, comme je dis,
d'avoir des appels conférents fréquents et récurrents. Mon équipe de support, par exemple, il y avait un Scrum tous les matins. Ben, maintenant, c'est un Scrum sur Skype tous les matins. Fait qu'il y a un rallye, tout le monde est là, ils discutent c'est quoi la journée. Donc, fait que c'est important, ces outils-là sont là. Et encore une fois, s'assurer que la caméra est activée lorsqu'on a des communications. Cela dit, ben, c'est sûr qu'il faut avoir confiance dans nos employés. Mais ça, c'est facile à mesurer à travers des livrables, là, puis des métriques de mesure. Au niveau des alternatives aux réunions physiques, mais il y a plein d'outils qui sont disponibles et qui sont quand même très peu chers. À travers Microsoft, nous, on utilise soit Skype ou on a commencé à utiliser de plus en plus Teams. Teams, c'est plus large que Skype parce que il y a vraiment du partage de documents, de la vidéoconférence. Fait que c'est un outil similaire à Skype, mais un peu plus large en termes de fonctionnalité. Mais on utilise actuellement l'un ou l'autre, mais on est lentement en train de migrer vers Teams, qui est plus puissant en termes de fonctionnalité. Maintenant, si ces fonctionnalités-là ne sont pas disponibles, ou je dirais, si vous allez beaucoup à travailler avec des gens à l'externe de votre organisation, ben, j'ai mis quelques exemples. On utilise Zoom actuellement. GoToMeeting est aussi largement utilisé, puis WebEx. Fait que c'est d'autres, puis il y en a d'autres, là, c'est juste certain. Mais il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire des réunions dans les organisations actuellement, facilement utilisables. En termes de télétravail, bon, je ne vais pas toutes les lire, mais il y a beaucoup d'avantages, autant pour l'employeur que pour l'employé. Comme j'ai mentionné tantôt, ça devient un incontournable en termes d'offres au niveau des ressources humaines actuellement. Dans certains cas, ça peut être la différence entre embaucher quelqu'un ou pas. Comme j'ai mentionné tantôt, ça peut être quelqu'un qui habite un peu plus loin du bureau. Fait que si vous avez quelqu'un qui est à, disons, mettons, 1h30 de route du bureau, ben peut-être que si vous y offrez un 3 jours à la maison puis un 2 jours au bureau, ça va devenir acceptable de le faire. Et vous avez la possibilité à ce moment-là d'embaucher quelqu'un que possiblement il ne serait pas venu. Mais si ça vaut vraiment la peine, ça vaut la peine de faire ce genre de choix-là, qui, encore une fois, n'est pas un problème. Travailler de la maison aujourd'hui avec les technologies, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Du côté de l'employeur, il y a quand même des réductions de coûts à avoir quelqu'un qui travaille de la maison. J'ai pas de mobilier, j'ai pas de choses à mettre en place. Maintenant, chez Maestro, on a développé une politique que quand un employé il travaille officiellement de la maison, on va compenser certains coûts au niveau de son installation, au niveau de son Internet, puis tout ça. Il n'utilise pas les services qu'il y a au bureau et à ce moment-là, ça devient intéressant de le faire. Fait qu'on a développé des politiques par rapport à ce type de gestion. Maintenant, le télétravail, c'est réellement incontournable lorsqu'on le regarde avec un plan de continuité des affaires. Bon, fait que j'ai mis une pandémie, ça peut être des travaux, on se lance dans des travaux majeurs au bureau, ça peut être un feu, une inondation, peu importe. À partir du moment où nos installations ne sont plus disponibles, il faut, dans un plan de continuité, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Bien, si on n'a pratiquement plus rien dans le bureau de requis pour travailler, ça veut dire qu'on a déplacé nos serveurs dans le cloud, on a déplacé notre téléphonie, on a mis en place la téléphonie IP qui est aussi dans le cloud. Nos fichiers sont dans le cloud. Le télétravail, on peut, dès le lendemain, travailler de la maison, toute l'organisation. Donc, lorsqu'on regarde au niveau d'un plan de continuité, de déplacer les services vers le cloud, c'est un incontournable. Et une façon de le valider, c'est de mettre en place du télétravail. Fait que si vous faites du télétravail à la pièce, vous allez valider tous ces éléments-là. Et lorsque la situation se présente, puis on ne la souhaite pas, mais lorsque la situation se présente, ben on est prêt. On a déjà tout validé.
Puis c'est un peu ce qui est arrivé chez Maestro. Fait que si je regarde un peu ce qui est arrivé, on avait environ 10 de notre personnel qui est en télétravail. Moi, j'ai des gens à Ottawa, Québec, Toronto, Windsor, Calgary, Vancouver. Évidemment, tous ces gens-là travaillent de la maison. Donc, ça fait des années que tranquillement, on a rodé un peu le télétravail. Donc, lorsqu'il y a eu, aujourd'hui, ça fait peut-être 3 semaines, il y a eu la fermeture des écoles. J'ai beaucoup de parents dans l'organisation. Donc, c'est rapidement, j'ai dit, puis dont ma fille qui est là, rapidement, j'ai dit, OK, tout le monde qui, pour des raisons parentales, veulent travailler de la maison à partir de demain, c'est permis. J'ai peut-être un autre 70 des employés qui ont opté pour le travail à la maison dès le lendemain. Parce qu'ils se retrouvaient avec les enfants et là, ça devenait un problème à gérer. Donc, j'ai éliminé beaucoup de stress par rapport à ces parents-là qui, là, tout d'un coup, se sont retrouvés à la maison. J'avais aussi certaines personnes un peu plus âgées qui étaient inquiets de leur santé puis qui ont opté aussi à ce moment-là pour passer au télétravail. Et finalement, lorsqu'il est arrivé l'annonce de la pause lundi passé, ça a été, après 1 heure ou 2 de réflexion, ça a été, bon, on envoie un courriel à tout le monde. Et dès mercredi matin, 100% des gens, vous devez être au télétravail. Donc, le message, c'est prenez les équipements que vous avez besoin. Si votre ordinateur à la maison n'est pas satisfaisant, prenez votre ordinateur au bureau, prenez vos écrans, vos chaises et allez-vous à la maison. Puis, on va travailler de la maison. Depuis ce temps-là, bon, on a la page Facebook qui est très utilisée. Là, on s'amuse. Récemment, on a vu la mode de faire des pains. Moi, j'ai fait un pain, puis j'ai lancé un challenge à tout le monde de dire, si moi, je suis capable de faire un pain, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Fait qu'on s'est amusé beaucoup à travers ça. Les gens donnent des trucs pour les enfants. Mais la page Facebook est largement utilisée. Elle l'était déjà avant un peu pour toutes sortes de choses, mais maintenant, quotidiennement, les gens restent en contact. Il y a des gens qui se sont fait des 5 à 7 virtuels vendredi dernier où on partageait justement la caméra avec un verre, puis les gens jasaient à travers une rencontre virtuelle. Il y en a qui ont fait un lunch virtuel, fait que les gens s'organisent. On a envoyé un sondage de satisfaction au niveau du télétravail dans les derniers jours. J'ai eu le résultat ce matin. Les gens ont donné une note de 8,6 sur 10 sur le télétravail, de comment ils se sentent. Fait que c'est quand même très positif. Évidemment, les gens, le fait de sauver le temps de déplacement, ils trouvent ça extraordinaire. Donc, peut-être qu'après tout ça, je vais avoir bien des gens qui vont vouloir travailler de la maison, mais on gérera après. Mais pour le moment, ça va super bien. On reste en communication fréquente. Fait que j'ai beaucoup de courriels. Le week-end dernier, je l'ai fait sous forme de vidéo. Je trouvais intéressant de le faire plus physique. Okay? Des courriels écrits, c'est une chose. Fait que j'ai eu beaucoup de commentaires positifs par rapport à ça. On travaille sur un projet mobilisateur de plusieurs projets qu'on avait en cours. Donc, on s'est donné certains objectifs corporativement pour tout le monde. Et évidemment, on travaille beaucoup sur l'analyse des conséquences et des ajustements prévus au retour. En fait, ça vient un peu valider notre plan de catastrophe, ce qu'on est en train de faire. Fait que on s'est dit qu'une fois que tout ça va être fini, on va être revenu au bureau, on va travailler beaucoup avec les gens, de dire, OK, c'était quoi le télétravail? Qu'est-ce qui fonctionnait bien? Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Qu'est-ce qu'on devrait corriger ou changer? Puis de mieux élaborer justement notre plan de gestion de catastrophe pour l'avenir. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais prévu vous tenir aujourd'hui. Encore une fois, j'ai un document qui va vous être relayé, qui est beaucoup plus détaillé, qui est en gros les mêmes éléments que j'ai couvrir, mais c'est un document plus détaillé de la situation qui pourrait vous aider à l'avenir.
D'accord. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. Robert Meunier de la compagnie Maestro Technologies, qui est également aussi pour Batimatech, administrateur de son organisme, de l'organisme Batimatech. Pour ton information, Robert, on a 55 participants, dont 2 qui sont en ligne téléphonique. On vous remercie. On a 2 questions. On a une question de Bernard Ziga qui nous dit bonjour, je travaille beaucoup avec la suite Office 365 et j'utilise beaucoup mon OneDrive. Comment évaluez-vous la sécurité de mes fichiers sur OneDrive? Est-ce que, Robert, tu peux y répondre? Oui, bien, quand c'est sur le cloud, moi, je pense que le danger est bien plus qu'on se fasse voler notre mot de passe plutôt que Microsoft se fasse hacker. Évidemment, des entreprises comme Microsoft et toutes les autres sont au niveau sécurité, là, c'est énorme ce qu'ils mettent en place. Donc, j'ai pas tellement d'inquiétude qu'eux se fassent hacker directement. Je pense que le problème il est beaucoup plus nous, souvent au niveau de nos mots de passe, on est un peu laxistes. Et c'est à ce moment-là, à partir du moment que quelqu'un a notre courriel, il peut arriver, puis qu'il arrive à craquer notre mot de passe, c'est vraiment pas l'idéal. Puis, tu sais, je vous donne un exemple vécu. Moi, j'ai eu un employé qui a quitté il y a quelques temps, puis qui avait barré ses fichiers, il avait barré un fichier Excel important avec un mot de passe. Et donc, on n'avait pas de numéro. Il n'avait pas quitté nécessairement dans des bons termes. On n'avait pas de mot de passe de son fichier Excel. Je l'ai donné le fichier à un de mes amis spécialisé en sécurité informatique. Et le lendemain, il me donnait le numéro. Il me donnait le mot de passe de l'individu. Aujourd'hui, les outils pour craquer des mots de passe, c'est absolument incroyable. Et encore une fois, je pense que le problème est beaucoup plus lié à la faiblesse de notre gestion de mots de passe qu'aux services comme OneDrive. Mais j'ai une pleine confiance dans Microsoft. C'est ça. Puis, si on revient toujours sur le mode, merci Robert, si on revient toujours sur le mode télétravail, on s'entend pour dire que il y en a déjà parmi vous qui en faisaient partie du télétravail, qui utilisaient ce mode-là pour la vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça devient commun, comme parler avec notre cellulaire. Avant, on parlait juste avec un téléphone fixe. Donc, grosso modo. On a une autre question, Robert, c'est est-ce qu'on garde la caméra ouverte toute la journée ou seulement durant les rencontres? Question anonyme. Ouais. Moi, je pense que juste durant les rencontres, c'est suffisant. Comme je disais tantôt, c'est beaucoup plus agréable de se voir lorsqu'on parle à quelqu'un. Donc, je le ferai juste pendant les rencontres, mais autrement, je le ferai pas. Là. Je le laisserai pas ouvert toute la journée. D'accord. Merci. Sinon, bon, il y a des gens qui nous répondent. Si tu permets, Robert, je vais présenter Batimatech. Oui, je vais reprendre la présentation. Si de votre côté, vous avez des questions, merci beaucoup, Robert. Très, très belle présentation, succincte et pratique, mais surtout, c'est beau de voir aussi les valeurs de votre organisation. On vous entendait dire que le télétravail, c'est aussi fournir le mobilier aux employés, c'est aussi fournir des bons outils. Ça aide certainement pour la performance. Puis de voir que même vous le pratiquez malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui. Vous nous avez préparé une magnifique présentation là, professionnelle. ouais. Si tu permets une anecdote là-dessus, ouais. On a une candidature récemment. En fait, c'est une amie de ma fille. Ouais. Ma fille, j'ai 2 petits-enfants, des fois, ils sont malades, il y a toutes sortes d'affaires, fait qu'elle travaille de la maison lorsque c'est requis. Et son ami qui a dû prendre quelques congés cet hiver dû à justement des problèmes de santé de ses enfants, s'est fait reprocher de rater le travail trop souvent. Mais dans son cas, le télétravail était impossible. Et finalement, elle s'est tannée et elle a appliqué chez nous. Donc, c'est une façon aussi d'attirer des gens compétents du fait d'avoir ce type de flexibilité-là. Exact. Je salue en passant, je ne sais pas si Bruno Nantel est toujours là, mais j'ai travaillé à la PCHQ pendant plusieurs années. Puis sans le télétravail, je ne serais jamais resté une dizaine d'années, définitivement. Donc, voilà, et j'avais quand même une bonne performance. Je vous rappelle les futurs webinaires. Donc, vous allez recevoir un sondage rattaché au télétravail. Donc, on vous invite fortement à y répondre. Vous allez le recevoir par Zoom. Ensuite, on a traité de la gestion de projet à l'ère du numérique avec Jessica. Ça va être partagé sur YouTube, mais c'est déjà accessible via le site de Batimatech. Vous avez également, dès le jeudi, il va y avoir un autre webinaire. Vous pouvez aller sur le site de Batimatech pour vous enregistrer. On parle
de différents éléments rattachés justement au droit, au juridique, donc Sandrine et Catherine. Ensuite, vous avez le volet qu'on a dit tantôt, opérer son entreprise en temps de crise. Temps de crise signifie également le volet comptable, le volet prise de décision, etc. Et c'est avec Denis Ménard. Soit dit en passant, je le répète, Denis Ménard ainsi que Sandrine Tremblay sont membres du conseil d'administration. Donc, on les remercie de pratiquer avec nous l'exercice du webinaire. On a également l'approvisionnement local, la solution, particulièrement durant ce temps de crise-là. Ça, c'est une société qui est membre de Batimatech BizBizShare à travers Pierre Daigneault, qui va nous faire une présentation le 9 avril. Et enfin, les autres webinaires dans le futur, on vous invite à nous formuler vos idées. Vous-même, vous pourriez devenir panéliste. Vous-même, vous pourriez, comme Robert, nous partager en lien avec la mission de Batimatech votre expertise, votre professionnalisme. Le Batimatech, comme Robert le signifiait, c'est malgré tout un événement grandiose qui réunit les acteurs du secteur de la construction. On s'attend à l'événement le 22 septembre prochain qui va avoir lieu au marché Bon Secours. Donc, on a réservé et on planifie tranquillement l'événement en septembre. Parallèlement à ça, bien évidemment, c'est toujours possible pour certains d'entre vous de devenir partenaire. Partenaire peut vouloir dire également parrain de Batimatech, peut vouloir dire également membre de Batimatech. Et lorsqu'on parle de membres, on a des gens qui sont dans le conseil d'administration. On a Annie Daniel, Denis Ménard, Serge Cormier, Robert Meunier, Jean-François Ouellette. J'en ai un que je ne vois pas à droite, moi-même, ainsi que Jeffrey Larchevêque, Sandrine Tremblay, Martine Pétune, Cindy Bertillon. Donc, Batimatech, c'est aussi la parité. Batimatech, c'est aussi une grande variété d'expertise. Et comme j'aime bien le dire, aucun d'entre eux faisait partie de mes amis, de mon réseau. Donc, c'est des gens inconnus que je suis allé chercher de par leur expertise et leur volonté d'apporter à l'industrie un volet technologique, développement durable et innovant. Ensuite, on a les membres de l'équipe Batimatech. Les membres de l'équipe, on peut les nommer rapidement, Nicolas, Iman, Giovanni, Lily, Charlotte, Sophie, Serge, Amélie et Denis. Et il y a plusieurs autres qu'on ne voit pas sur l'écran. Au niveau de l'accompagnement dans l'entreprise, on souhaite évidemment, comme le chantier 2030, qui dans le fond vient d'une chaire, un peu comme Pomerleau, mais une chaire en France, à Lille. Bien, cette chaire-là en question dans le fond, réfléchit à comment la construction va interagir avec l'ensemble des éléments technologiques. On pense au cloud, on pense au préfab, on pense aux exosquelettes, on pense aux drones, on pense aux tableaux de bord, au BIM et l'ensemble de ces éléments-là. Et on espère que Batimatech, à travers son équipe et les joueurs qui vont se joindre dans le futur, malgré ce qu'on connaît, vont apprécier, vont intégrer éventuellement davantage de technologies comme on semble être obligé de le faire présentement. Les membres Batimatech, la grande famille Batimatech, c'est plus de 52 membres. 52 membres, c'est à la fois des entreprises dans le domaine comme Maestro, mais on a aussi des Ivano Cambridge, on a des Pomerleau, on a des sociétés dans le domaine technologique comme Driven, comme Pharonix et plusieurs autres. On a également la possibilité pour vous de devenir membre. On vous invite fortement aujourd'hui à devenir membre. Puis on a même fait un forfait grâce à un ami qui me l'a suggéré, un 30 $ par mois, un 295 par année et c'est réglé. Vous faites partie de la grande famille Batimatech. Vous allez pouvoir faire avec nous un peu l'exercice que Robert vient de faire ensemble. Et il y a plusieurs avantages, dont entre autres des premières. On souhaite évidemment mettre en valeur beaucoup de sociétés technologiques. Donc, à travers cet exercice-là, si vous pouvez devenir membre, on va vous donner la possibilité d'avoir votre logo, mais aussi un lien explicatif de vos services, de votre entreprise. Et voilà. Et enfin, Batimatech Webinaire, moi qui est le fondateur de Batimatech, qui vient du domaine associatif, qui est né à Montréal et qui accompagne le secteur depuis bientôt 20 ans. Enfin, Batimatech, c'est vitrine technologique, visite interactive, des webinaires, puis éventuellement, on va travailler le volet incubateur, accélérateur, excubateur, et qui fait partie également du projet. Voilà, grosso modo. Je vais retourner à Robert. Robert, est-ce que tu voulais ajouter un point, quelque chose? Non, merci tout le monde. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon courriel ou par LinkedIn. Puis, j'espère vous avoir convaincu de mettre en place du télétravail dans vos organisations parce que c'est vraiment l'avenir pour toutes sortes de bonnes raisons.
Oui. Puis j'essaie de voir la période de questions. Là. On a peut-être que je ne vois pas les questions. En tout cas, je pense qu'on a répondu à plusieurs des questions. Ouais. Donc, on remercie beaucoup tous les participants. Passez un bon moment d'isolement, mais suivez les webinaires, formez-vous pour être prêt pour la suite de vos histoires. Merci beaucoup, Robert. Good job. Parfait. Merci. Merci tout le monde. Merci, on vous envoie tout ça. Merci.